Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors, une marche blanche se prépare, effectivement, demandée par la famille de Nahel. Je rappelle, tué il y a 2 jours, avec dans des circonstances que la justice va éclaircir. Mais il y a eu meurtre, effectivement, et un policier a tiré à bout portant sur Nahel. Après, qu'est-ce qu'il en est ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ma cité va craquer, mes cités vont craquer, et on comprend qu'un meurtre est inadmissible. Tous les meurtres sont inadmissibles, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui, examinons la situation. Qu'est-ce qui fait que ça flambe partout, en quelques heures, et que, voilà, c'est ce refus d'obtempérer. Alors, je vous rappelle que distributeurs de billets ont été découpés à la scie mécanique et emportés. Donc, voilà, les distributeurs de billets, distributeurs automatiques, ça marche aussi très bien. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Laurent Berton, vous êtes journaliste, vous êtes romancier, vous êtes essayiste. Je rappelle le livre qui vous a fait connaître et qui a été un best-seller, et ce n'est pas le seul. Vous avez écrit La France Orange Mécanique il y a exactement 10 ans. Et puis vous avez écrit, entre autres, le dernier, c'est le plus récent, c'est L'éloge de la force, renverser l'histoire. Mais en attendant de renverser l'histoire, vous avez écrit Guérilla, 3 tomes de Guérilla. Et c'est vrai que quand on relit parmi ces tomes, on voit que on se dit, mais on n'est pas, non seulement on n'est pas loin de la réalité, vous êtes allé évidemment beaucoup plus loin, c'est la force du romancier. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment interpréter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police, au niveau un drame peut aujourd'hui, pas tous les drames, on le sait, mais enfin on va en reparler de cela, peut déclencher comme ça 2 jours, alors on ne sait pas, on espère que ça va se calmer, 2 jours d'émeutes, mais quelles émeutes quand même, c'est pas rien de voir un peu partout des villes, des quartiers entiers en flammes. Est-ce que c'est un paysage qu'on a déjà connu, qui se renouvelle, Laurent Berton, ou c'est à votre avis, là, ce qui vient de se passer depuis 48 heures, autre chose ? Alors, c'est d'une certaine manière, il y a une continuité parce qu'on a eu les émeutes déjà en 2005. On sait qu'il y a une situation pourrie qui n'a jamais été résolue depuis très longtemps. Mais par ailleurs, depuis François Hollande, on assiste quand même à une évolution, à une mutation de la criminalité, notamment l'augmentation sans fin des violences aux personnes, qui est continue depuis les années François Hollande. Et ça, ce drame quotidien n'a jamais été jugulé. La police fait ce qu'elle peut avec une délinquance qui est toujours plus violente, largement impunie, il faut bien le dire. Et évidemment, ça se traduit par des confrontations qui ne peuvent pas bien finir. C'est-à-dire que pour toutes les fois où les arrestations se finiront sans blessure et sans mort, eh bien évidemment, on finira quand même par avoir des accidents absolument épouvantables. Ouais. Et c'est ce que je disais dans Guérilla. Le thème du livre, c'est que la situation que je décris dans ce livre, elle est déjà en place. La France est un bidon d'essence et il manque que l'étincelle. Et l'étincelle, évidemment, ne peut qu'arriver à force de confronter comme ça ces populations. Macron parlait de décivilisation, mais c'est bien pire que ça. On est dans l'ensauvagement total. Et la police qui fait ce qu'elle peut. Et elle peut pas faire grand-chose, malheureusement, face à ça. Donc, évidemment, vous aurez tôt ou tard des embrasements de ce genre. Mais quand on arrive justement à voir, par exemple, c'est vraiment devenu une guerre. C'est-à-dire, la police, qu'elle soit municipale ou nationale ou autre, apparaît donc aux yeux des émeutiers, appelons-le comme ça, d'autres les appellent différemment, mais comme quoi c'est un gang, c'est l'adversaire principal, c'est le gang qu'il faut détruire, parce qu'on voit très bien, par exemple, c'est toutes c'est-à-dire les images, tout le monde les a vues, c'est impressionnant, la totalité des voitures de la police municipale brûler un magasin Lidl, des voitures, n'en parlons pas, etc. Et on a l'impression presque que c'est open bar, dans la mesure où vous avez vu, ils sont allés dans un commissariat de police municipale, ils sont sortis en brandissant glorieusement des on a envie d'en ricaner, mais de peur de pas être obligé d'en pleurer, de prendre, voilà, des armes ou autre chose. C'est-à-dire, ça devient quoi? Ça devient, eh bien, écoutez, voilà, c'est normal, c'est comme ça.
Oui, bah absolument. Et vous l'avez bien dit, on ne vise pas seulement les symboles du pouvoir, on vise pas seulement la police, ça va bien au-delà de ça. On a pillé des magasins, on a incendié des magasins, on a attaqué des écoles, des médiathèques. Comme d'habitude, c'est totalement indistinct. Il y a des bus qui ont flambé, des trams. Enfin, les remontées de terrain sont vraiment terrifiantes. Beaucoup de policiers m'ont dit en 2005, c'était pas du tout ça. Là, ça part sur dans des proportions qui sont bien supérieures, puisqu'il y a beaucoup plus de zones à problème cette fois-ci. Par rapport à 2005. Et c'est-à-dire pour eux, c'est beaucoup plus important, vous voulez dire, enfin, en intensité, c'est ça? C'est bien plus important, c'est ça, que 2005, Clichy-sous-Bois et ensuite Villiers-le-Bel, où ces événements étaient quand même restés à peu près, enfin, en tout cas plus localisés qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a vraiment une contagion qui est immédiate et qui est massive, et avec des violences, un niveau de violence qui est vraiment sans précédent. C'est à vérifier, mais certains policiers m'ont parlé de grenades, un autre m'a parlé d'un lance-roquette, enfin vraiment de déprédation qui les obligeait à reculer, à abandonner le terrain. Il y a d'ailleurs des consignes en interne qui circulent et qui préconisent l'arrêt total des opérations en banlieue pour la police aujourd'hui. Donc de surtout pas exercer leur violence légitime en quelque sorte, de l'abandonner à la rue pour éviter que les tensions un embrasement encore plus fort, vous voulez dire. Exactement. Ouais. Donc oui, c'est-à-dire retenue, mais est-ce que cette retenue, alors la question, enfin on ne sait pas évidemment ce qui circule ou pas, on a vu un communiqué, est-ce qu'il est exact ou pas, authentique ou pas, on ne sait pas, mais que pensent alors les policiers? Je sais que vous avez fait, pour faire votre livre, vos livres, vous êtes en contact en permanente avec un certain nombre de forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils vous disent eux? Est-ce que la situation devient, elle est quoi? Elle est vraiment volatile, elle est le baril d'essence dont vous parlez? Ah oui, bah eux, ça fait très longtemps qu'ils sont vraiment dans une situation qui est épouvantable, parce qu'en plus ils doivent gérer la pression médiatique, la pression politique. Là, ce qui circule, c'est qu'ils sont consternés par l'exécutif, par le fait ils considèrent qu'ils ont été totalement lâchés par le président de la République et par les ministres qui ont tout de suite condamné le policier auteur du tir avant d'attendre le résultat de l'enquête. De la justice. Et ils l'interprètent évidemment comme un message de soumission qui risque d'être désastreux, puisque les émeutiers évidemment ont reçu ce message 5 sur 5 et se sont dit on a raison, le gouvernement l'admet, il a peur, donc on peut y aller. Oui, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et autres disent c'est inexcusable, c'est pas possible, et puis pourquoi pas une minute de silence quand les faits sont totalement, la condamnation est faite, etc. Minute de silence tout de suite. Bon, autre chose, la marche blanche qui va avoir lieu à 14h aujourd'hui, c'est autre chose, c'est la famille qui l'a demandé. Mais est-ce que, alors, comment jugez-vous vous-même, enfin, vous savez, ceux qui disent, oui, maintenant il faut, c'est les appels au calme partout, et ceux qui disent, notamment les députés de la France Insoumise, écoutez, il y a quand même des iniquités, il y a eu assassinat ou meurtre, pourquoi voulez-vous qu'on appelle au calme? La France Insoumise, enfin, joue ce rôle extrêmement dangereux d'agitation, de quasiment de chantage à l'émeute, puisqu'en gros, on vous dit, si la justice ne va pas dans notre sens, c'est normal que le pays flambe en quelque sorte. Hein. Quand on refuse d'appeler au calme, c'est ça, le message est très clair. Et en espérant récupérer peut-être quelques voix, mais enfin à mon avis c'est un calcul qui est totalement désastreux, y compris pour eux, puisque leur base populaire ne les suivra jamais sur ce terrain. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que on l'a vu, pardon, Laurent Berton, on l'a vu quand le député de la France Insoumise, je n'ai plus son nom en tête. Carlos Bilongo. Voilà, oui, Carlos Bilongo est allé et s'est fait déchirer par les émeutiers eux-mêmes. Ils disaient, va-t'en, quoi. Oui. Et c'est très probable que lors de la marche blanche qui est organisée par la famille, il y aura des tensions très fortes et les politiciens qui vont s'y rendre pour tenter de récupérer, vous savez qu'on parle beaucoup de ce terme de récupération politique, là pour le coup c'est un cours magistral de récupération de la France Insoumise, eh bien je leur souhaite bien du plaisir parce que il y a énormément de colère dans ces quartiers. Et ils sont pas dupes, ils sont pas aveugles, ils voient très bien ce que la France Insoumise essaie de faire. Et donc il y aura évidemment une scission entre ces colères qui n'ont absolument rien à voir, entre en quelque sorte les charognards et les émeutiers. Alors
Laurent Berton, parlons du fond là maintenant. Est-ce que c'est, parce que ça éclate évidemment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de tout dans la minute qui suit, ou même avant, est-ce que c'est organisé ou pas? Quand je dis organisé, c'est pas un complot quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a toujours des meneurs? Comment ça se passe? Puisque ce qui est frappant hier, encore plus qu'avant-hier soir, c'est le nombre de villes, de communes, de quartiers qui s'embrasent simultanément. On se dit Nanterre c'était fini, non, Nanterre ça reprend encore plus fort, Garges-les-Gonesse, etc. Est-ce que c'est organisé ou c'est spontané? Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des réseaux sociaux qui ont vraiment permis de noyauter des mouvements très précis au cours des 2 dernières nuits, en particulier la dernière. On a pas mal de policiers qui ont travaillé là-dessus, sur des groupes Internet, où des clans, des quartiers, des bandes qui d'habitude étaient rivales, se sont en quelque sorte ligués contre l'ennemi commun. Et on a dit aux petits, comme on dit dans les quartiers, allez-y, faites-vous plaisir. Ce soir, c'est open bar, quoi. Vous pouvez piller, vous pouvez incendier. En quelque sorte, le chaos sera tellement grand que ça risque pas grand-chose. Et même, on espère que ça va payer à long terme, puisque maintenant, chaque flic hésitera encore plus à faire son boulot. Il y aura des moyens débloqués, il y aura un nouveau plan banlieue, etc. Enfin, comme d'habitude. Mais bon, normalement, les grands devraient reprendre le contrôle de la situation d'ici quelques jours en disant aux jeunes, bon, maintenant c'est bon, ça suffit. Le trafic va reprendre son cours, etc. Les activités parce que normales. ça gêne l'économie, hein, l'économie du deal. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un coup de pression qui peut être utile à long terme par rapport au désarmement de la police, mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc normalement, la fin de la récréation devrait être sifflée assez vite. En fait, ce que vous dites, nous avons quelques dizaines de milliers de Prigojine, mais nous n'avons pas un Poutine. Voilà. Si je résume un peu, en schématisant, bien sûr. C'est à peu près ça. Et on voit bien que le gouvernement est complètement prisonnier de la situation. Lui, il est dans la communication, il ne sait faire que ça, donc il espère que ça va se tasser. Et il ne peut faire que des promesses et des tables rondes et des projets de loi et ce genre de choses. Il n'est pas du tout dans une logique d'action. Il est vraiment pétrifié par ce qui se passe. Mais alors, à votre avis, Laurent Berton, enfin, vous avez quand même étudié ça, et encore une fois, je rappelle que la France, Orange Mécanique, les incivilités, etc., remontent à 10 ans, et puis on en parlait aussi avant. Mais qu'est-ce qui fait que justement, et ce n'est pas évidemment que Macron, même, vous parlez de Hollande et même avant, qu'est-ce qui fait cette paralysie? Ce n'est pas seulement l'électoralisme, c'est quoi? L'incompétence, c'est de la lâcheté, on ne veut pas le voir, c'est de la négligence, c'est quoi? Depuis déjà des décennies, enfin. Ouais, c'est vraiment une très bonne question. C'est de se dire, soit il y a une naïveté vraiment énorme, de se dire que le pays sera meilleur de cette immigration de quantité qui n'a jamais été souhaitée, de culture très éloignée. On voit bien tous les problèmes que ça pose. De croire que vraiment c'est notre issue et ça va tout améliorer avec des moyens dans les écoles. Soit il y a une naïveté vraiment énorme, soit je sais pas, c'est très difficile. On n'est pas à la place de ces gens-là. Ils vivent pas dans le même monde. En tout cas, ce que je constate, c'est que ça continue, que cette immigration n'est pas du tout remise en cause, qu'elle a lieu chaque année, et que même cette année, elle a encore battu tous les records de titres légaux délivrés. Mais au bout d'un moment, on voit bien que le capital social s'est effondré. Ce pays n'en est plus un. Et le vivre ensemble, c'est la mort de la nation, ça c'est clair. Vous liez complètement, Laurent Berton, ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration. Ah, pour moi, oui, c'est très clair. L'explosion de l'insécurité, des violences aux personnes, je l'ai dit déjà il y a 10 ans et je continue à le dire, elle est très fortement liée à l'immigration. À cette immigration de quantité, en particulier maghrébine, africaine. Ça, c'est clair dans les chiffres même du gouvernement qui concernent seulement les étrangers, mais quand vous regardez les chiffres qui concernent les individus issus de l'immigration, c'est-à-dire qui sont nés en France, qui sont français, mais qui sont originaires de cette même immigration, eux aussi sont beaucoup plus surreprésentés dans la délinquance et la criminalité. Alors, justement, on va pas faire dans la prédiction ni dans le marque de café, c'est pas votre genre ni le mien, mais au fond, c'est quoi des solutions que si, je pense comme vous, enfin, ça va s'arrêter d'ici quelques jours, il faut que l'ordre économique et je dirais méta-économique revient, mais ça peut reprendre à n'importe quel moment.
que peut-on faire? Est-ce qu'on va, pour vous poser la question brutalement, est-ce qu'on va à un moment donné vers un État autoritaire, on dira c'est plus possible, ça continue comme ça, ou on va vers une espèce de lente décomposition qui peut durer des années encore? Ah, c'est vraiment, ce sont les alternatives qui sont sur la table. Et pour l'instant, c'est ce vers quoi on se dirige, parce qu'effectivement, à un moment, le gouvernement va être obligé de choisir. Soit il renonce à appliquer l'ordre. Déjà, on a déjà fortement renoncé sur le plan judiciaire, mais évidemment, le pays va être une poudrière invivable. Les citoyens qui auront les moyens vont se regrouper dans des clusters sécurisés. On va finir par être une sorte de Brésil. C'est vraiment ce vers quoi on va pour l'instant. Vous voulez dire les villas protégées, les quartiers totalement protégés par des milices privées de défense et les favelas? Voilà, c'est exactement ce qu'est ce fameux vivre ensemble, c'est-à-dire les frontières sont ouvertes, mais il y a les digicodes, le plexiglas, les services de sécurité privés qui explosent, les gens qui songent à s'armer, chacun pour soi, la police dépassée de partout, et encore une fois, la justice, vraiment, qui est pour moi très fortement responsable de ce qui se passe, parce que le sentiment d'impunité qui pousse des jeunes à fuir les policiers, à les affronter, est en grande partie dû à l'incapacité de la justice de simplement appliquer le code pénal tel qu'il a été voté. Oui, parce que les lois sont là, il suffit de les appliquer. Encore faut-il le faire. Ah bah exactement, et on sait très bien que la minorité criminelle, même quand je fais le lien avec l'immigration, je parle bien d'une minorité dans la minorité, d'individus très endurcis qui pourrissent l'intégralité de la vie de nos concitoyens. Et si vous les mettez hors d'état de nuire sérieusement, ça s'arrête. C'est aussi simple que ça, mais malheureusement, on est très loin d'une telle volonté politique. Vous voulez dire qu'on a un régime de carottes, mais le bâton a été oublié? Oui, exactement. Et tant que pour le gouvernement, ça ne concerne que les faits divers, les chiens écrasés, les honnêtes gens dont personne ne parle, eh bien, on peut se permettre de détourner le regard. Tant que le gouvernement n'est pas mis en cause dans son image, tout va bien. Là, il réagit parce qu'il n'a pas le choix, parce que tout le monde en parle, parce que c'est une démonstration de son incurie. Donc, il va être obligé de communiquer et de brasser de l'air. Ouais. Merci Laurent Berton. Écoutez, on va suivre ça, bien sûr, avec vous. Merci à vous. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Un Tartuffe, le grand Tartuffe de Molière, couvrait ce sein que je ne saurais voir. Eh ben, écoutez, on est en 2023 et ça continue. Alors vous allez me dire, ça continue où? Vous savez où ça continue? Eh bien, dans un festival de bande dessinée, absolument à Dieppe. Alors à Dieppe, voilà, c'est très simple, il y avait une affiche pour le festival de bande dessinée de Dieppe qui aura lieu du 22 au 23 juillet sur le front de mer. 22 ou 23 juillet pour les amateurs de bande dessinée, je le signale, Dieppe, c'est aussi beau qu'Angoulême, ou presque, c'est vraiment très bien. Et alors, il y avait une affiche, vous voyez, on est à la radio, je peux vous la montrer, mais je vous la montre rapidement pour ceux qui nous regardent sur YouTube, Dailymotion ou autre. Eh bien, sur l'affiche de gauche, il y avait une jeune femme, voilà, décolletée, mais décolletée extrêmement modérée, enfin, pas de problème. Eh bien, cette affiche a été enlevée et remplacée par une autre affiche, la même jeune femme devant l'église avec des livres. Mais alors, il y a une pile de livres élevée, et oui, une pile de livres surélevés pour cacher ce début de sein que nous ne saurions voir. Et voilà, c'est vraiment tout à fait intéressant que pour un festival de bande dessinée, on en soit à cacher vraiment un début de commencement de prolégomène de nudité. C'est même pas de la nudité. Voilà, alors il y a une polémique avec Bastien Vivès, effectivement, à Angoulême, mais c'était pour créer une œuvre, c'était pas une affiche. Là, attention, ça commence bien. Hein. Après le woke et la cancel culture, voici la culture du voile, mais du voile, effectivement, en BD. C'est très intéressant. Faudra-t-il une loi de la laïcité pour les bandes dessinées? Écoutez, qui vivra, verra, et qui surtout gardera un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu d'humour et un tout petit peu de liberté. Eh bien, j'espère qu'ils seront encore là. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et je vous précise, auditeurs de Sud Radio, que, évidemment, au 0826 300 300, comme le disait Morgane, et que vous pouvez intervenir aussi bien sur notre face-à-face, et vous verrez, ce sera passionnant avec Tristan Edelman, que sur ce qui se passe actuellement en France, et que nous avons commenté avec Laurent Oberton en première partie. Ça vous concerne, ça nous concerne. Tristan Edelman, alors effectivement, vous êtes auteur, compositeur, chorégraphe, énergéticien, mais surtout... vous êtes quelqu'un qui parlait d'humanité. Vous savez, Arthur Adamoff, le grand dramaturge Arthur Adamoff avait un mot, il disait « chalume ». Alors quand on lui disait « mais qu'est-ce que ça veut dire la chalume ?» Il disait « la chalume, c'est la chaleur humaine ». Et effectivement, c'est le fond. Et c'est le fond de vos 2 livres, Les Indomptables, au-delà de l'effondrement, avec une préface de Louis Fouché qui est paru chez Talma, et... le plus récent, mais c'est un même tenant, je dirais, Civilisation, mal-être, en finir avec le capitalisme. Là, vous jouez un peu votre Freud. Mais gentiment, c'est pas malaise dans la civilisation, c'est la civilisation, mal-être, également chez Talma. Et c'est intéressant parce que justement, je voudrais sortir avec vous de l'actualité au jour le jour, mais... dont on est teinté, et raconter un peu, parce que ce que vous racontez, ce que vous dites dans vos livres, c'est d'abord, il y a un côté personnel, avec ce qui s'est passé avec votre mère, avec votre père, notamment avec le Covid, et on va en parler. Et puis, il y a quelque chose, vous dites, comment sortir par le haut de cette espèce de, je dirais, de marasme. Il y a heureusement des tas d'instants de bonheur, on ne va pas faire dans l'effondrement et l'apocalypse. En revanche, oui, effondrement il y a, effondrement de narratif, effondrement effectivement d'éthique ou de projets communs. Alors, d'abord, est-ce que c'est parti d'une histoire personnelle, Tristan Edelman? Oui, tout à fait. Et le premier livre, ils ont été écrits ensemble. Le premier livre, quand je dis au-delà de l'effondrement... Oui, Les Indomptables. Les Indomptables, c'est-à-dire comment, quand sa maman se trouve dans le système infernal des hôpitaux. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère? Bon, elle est tombée malade? Elle est tombée malade, elle est venue me voir, elle m'appelle, je vais pas bien, je prends son pouls. En énergétique, on a ce genre de technique, je me dis, oh là là, il y a quelque chose dans les poumons qui va pas du tout. On appelle les urgences qui répondent pas. C'était quand, en 2020? En janvier. Janvier 2020. Ah oui, juste au début. Juste au début. D'accord. Et alors, le Covid était déjà déclaré en Italie, puisque je faisais des allers-retours. Entre la France et l'Italie. Entre la France et l'Italie. Et puis finalement, je la mets dans l'ambulance, et là commence un véritable calvaire. C'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, elle fait 5 hôpitaux, publics, privés, à 3 heures de son domicile. Pourquoi 5 hôpitaux elle est renvoyée d'hôpital en hôpital. Elle est renvoyée d'hôpital en hôpital. Ça commence à la Salpêtrière. À la Salpêtrière, qui est après devenu l'hôpital spécialiste du Covid. Donc, et là, on assiste en fait à une torture avec ma famille, à une agonie, une torture, et avec quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que le Covid, moi, je le connaissais de par la Chine, puisque et l'Italie, qui déjà été déclarée maladie du siècle, et la Chine, en tant qu'énergéticien, j'ai toujours été lié à la Chine, et on connaissait la chloroquine aussi déjà. Et j'avais proposé aux médecins, mais vous croyez pas que c'est cette maladie, coronavirus, il y a des traitements. Et vous avez dit non, c'est pas impossible. De toute façon, c'est une petite maladie, c'est une petite grippe. J'ai fait, déjà la grippe, c'est jamais petit pour les gens d'un certain âge. Et puis là, moi, je vois ma mère quand même dans un triste état. Et non. Donc j'étais l'illuminé de service. Puis elle est morte le jour du confinement. Le jour même du début du confinement. C'est ça. Donc c'était assez incroyable parce que les médecins ont changé de casquette, ont viré de discours, mais d'un extrême à l'autre. Ah bon? C'est-à-dire, avant, ils disaient c'est une petite grue, c'est rien. C'est ça. Puis rappelez-vous, on disait le masque, ça sert à rien. Au début, c'était ça. Les choses servent à rien. Bon, tout ça. Vaquer vos occupations, aller au théâtre, etc. Voilà. Et vous avez vu le changement, de tout au tout. En une nuit, finalement, ou d'une grippette banale, c'est devenu la peste noire. Et là, pareil, je leur dis, mais vous exagérez quand même un peu. Surtout qu'en plus, avec mes frères, on avait beaucoup travaillé la grippe espagnole, parce qu'on a comparé la grippe espagnole. Un de mes frères est spécialiste de la guerre d'Espagne et de la guerre de la Première Guerre mondiale. Enfin, c'était complètement délirant.
Et il n'y avait plus de juste mesure, il n'y avait plus de concret. Et on est passé du déni à la dramatisation, voire à la diabolisation. Donc ça, c'était très impressionnant. On est en plus allé au cimetière qui a été interdit. On pouvait même pas rentrer parce que soi-disant toucher les cercueils, ça pouvait être dangereux. Enfin, c'était très très impressionnant. Et comme je vous l'ai dit, moi-même étant lié à la Chine, ayant beaucoup voyagé en Afrique où on prenait de la chloroquine tout le temps. Perso que j'ai jamais supporté, et il y avait quelque chose de surréaliste. Et en plus, ça me faisait rire parce qu'en Italie, qui avait déclaré ça 3 semaines avant à peu près, donc je voyais bien que c'était quand même une maladie bizarre. Voilà, bizarre et dangereuse, surtout pour des gens de cet âge. Bien sûr. Et je me souviens des Français dire « Oh, les Italiens, ils sont idiots, nous, je réagira jamais comme ça. » Nous qui avons le meilleur système de santé du monde. Nous qui sommes des cartésiens. Et alors, ça vous a inspiré. Donc, alors, après ça, alors, il y a eu le drame, votre mère, effectivement, la perte, on sait ce que c'est. Chacun d'entre nous peut savoir ce que c'est que la perte d'un père ou d'une mère, des deux. Mais ça vous a inspiré, alors quand vous dites justement, au-delà des vomtements, c'est à ce moment-là ça vous a inspiré, c'est-à-dire, bon, vous êtes énergéticien, donc vous occupez de coups, on va en parler, ce que c'est d'ailleurs, que cette énergie, ces énergies, mais ça vous a inspiré, c'est à ce moment-là que vous avez pensé, enfin assez vite d'écrire ce livre, c'est venu comment ? Alors, en plus, mon père a suivi 6 mois après. 6 mois après votre 6 mère. mois après, alors ils n'étaient pas ensemble, donc c'était même pas dans un... Oui, voilà, ils vivaient plus ensemble, etc. Lui, il m'a parlé 3 jours avant en me disant j'ai vécu la Seconde Guerre mondiale comme enfant caché. J'ai l'impression, c'est de Caribe en Scylla, je veux pas revivre ça. Ah oui, carrément. Carrément, il m'a dit ça. Je veux pas revivre ça. Ça me rappelle la terreur. Alors qu'il m'en parlait pratiquement jamais. Hein. Vous savez, pour cette génération, c'est toujours compliqué de parler de la guerre. Bien sûr. Et puis 3 jours après, il s'est laissé mourir, quoi. Donc, en fait, ça m'est venu d'abord pour passer le trauma. Donc, c'était quelque chose de très personnel. Je voulais me souvenir, c'était assez hallucinant. Donc, ça a été une thérapie. Et puis, malgré cette violence, c'est vrai que j'ai trouvé des ressources que je comprends même pas moi-même. Pour passer une torture pratiquement programmée, parce que en plus ma mère n'est pas du tout la seule à avoir subi ça, et même avant ce genre avant la pandémie ou la dite pandémie, mon père n'est pas le seul à avoir subi le syndrome du glissement, qui est une forme de suicide. Hein, on dit ça, c'est joli. Donc en fait, je me suis dit bon, il y a la thérapie personnelle, il y a le lien avec les autres. C'est toujours important de se dire, mais en fait, nous ne sommes pas les seuls. Et puis, j'avais envie de dire, mais même dans un calvaire, une torture extrême, on a les ressources de passer ça. Non seulement de survivre, mais de vivre. De retrouver de la joie sans culpabilité, voire même d'intensifier ça. Alors moi, ça m'a lancé ensuite dans ce 2e livre, c'est-à-dire les collectifs. La civilisation du mal-être. Oui, là, vous avez étendu le champ, effectivement. Le premier était plus personnel, Absolument. vous racontez un peu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, effectivement, hélas, beaucoup des milliers de gens ont vécu un peu ce que vous avez vécu. Nous avons reçu ici des personnes qui disaient qu'ils n'ont même pas pu voir leur père ou leur mère, même pas voir le visage. Ils étaient déjà dans un sac qui était, vous savez, avec une fermeture éclair. On leur interdisait de voir, ce qui est quand même terrifiant. On va en parler, on va continuer à en parler avec vous, Tristan Edelman, et puis ensuite on aura les auditeurs au 0826 300 300 après cette petite pause. Et vous avez la parole en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, Tristan Edelman également, avec Les Indomptables, au-delà de l'effondrement, et la civilisation mal-être, effectivement. Il est auteur, compositeur, chorégraphe, énergéticien. Il se balade partout dans le monde. Il est entre l'Italie et la France, actuellement à Marseille, je crois, Tristan Edelman. Alors, continuons un peu. Au fond, je dirais, pour paraphraser quelqu'un, de quoi le Covid-19, non pas la maladie elle-même, etc., est-elle le nom, de quoi les effets induits par le Covid-19 dans notre civilisation est-elle le nom,
aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a induit pour vous? Et je parle à l'énergéticien. D'ailleurs, juste un mot peut-être avant, qu'est-ce que c'est énergéticien? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne le savent pas, et on est nombreux, moi-même? Non, l'énergétique, c'est une pratique où on va s'occuper du rythme profond de la personne. Donc on est fait d'énergie. Quand tu vois une plante qui s'élève, qui croît, en fait il y a une énergie vitale, voilà, et donc on a accès facilement à ça. On le sent en nous aussi, des baisses d'énergie, des montées d'énergie. Bon, après, l'énergétique est beaucoup plus vaste, juste Bien que sûr, voilà. bien sûr. Donc on s'occupe par divers moyens, magnétisme, même la parole, des exercices, il y a tellement d'aider la personne à se retrouver elle-même. D'accord. Alors justement, là, on s'est retrouvé effectivement avec cette pandémie, enfin ce qu'on a appelé une pandémie, le confinement, les gestes barrières, les mesures, les ceci, les vaccins, etc., etc. Mais sur le plan de la civilisation, sur le plan de nos comportements, qu'est-ce que vous, Tristan Edelman, qui êtes plutôt pour la vie, la vie, comme on dit, quand vous l'avez ressenti, et vous l'avez raconté dans votre premier livre et aussi le second? Bon, ça a été pour moi une évidence. Quand c'est arrivé, j'ai compris que cette maladie était multi-usage. Ça permettrait, et c'est je l'ai dénoncé tout de suite, une accélération du capitalisme dans sa transformation entre l'industrie et le digital, que ça permettrait un contrôle des populations, que ça permettrait aussi dans la santé de aussi tout passer au digital, une mainmise des États-Unis encore plus dure sur l'Europe et sur le monde autant qu'ils peuvent. Voilà, donc c'est à multi-usage comme ça. Et vous l'avez senti comme ça? Ah bah oui. Ouais. Entre la distanciation sociale, c'est quand même un terme assez incroyable. Alors pour un énergéticien, c'est contre nature, la distanciation sociale. Au contraire, on va chercher la fluidité entre l'autre et soi-même. C'est comme ça qu'on va comprendre l'autre. Vous disiez, je me balade dans les pays. En effet, c'est toujours pour rencontrer les autres, que ce soit donc dans ma pratique. Et pour rencontrer quelqu'un, il ne faut pas qu'on soit non. sous masque et distancé. C'est pas possible. L'énergie, c'est quelque chose de très concret. C'est pas du tout mystique. On la sent avec les mains. On sent les humeurs des gens. On sent leurs émotions. Là, c'était... Alors si on pousse encore plus loin, il y a tout ce projet post-humain qui est de transformer la matière vivante, notamment l'homme, en biologique, en machine, en objet inerte, en objet marchand, en objet inerte. On est vraiment dans l'anti-énergétique. Et d'ailleurs, il y a la terreur. C'est on va dire, c'est un statut très particulier dans l'énergétique, puisque c'est une motion, un mouvement qui empêche le mouvement. La terreur. La terreur. Donc, ce n'est pas la peur. Quand on vit dans la... Ah oui, c'est pas ce la peur. Ce n'est pas la peur, c'est très différent. Là, on vivait un peu dans la terre, enfin un peu, oui, un peu beaucoup, parce que la peur de la mort, quand même, etc. La contagion, de la contamination. Alors, c'est quoi la terreur, dans ce sens? La peur, en tout cas en énergétique, c'est un sentiment tout à fait utile, indispensable. Une voiture te fonce dessus, tu as peur, tu dégages. En tout cas, je l'espère pour toi. La terreur va te sidérer, va arrêter la circulation des émotions. Voilà. Donc à partir du moment où on arrête la circulation des émotions, on fait de toi une forme de zombie. C'est-à-dire on te vide justement de ton énergie vitale, donc de ton psychisme, donc de ta faculté critique, de ta faculté d'écouter l'autre et d'être en empathie, et on te dirige. Donc la terreur, elle te fixe. Et à partir de là... Donc, quelque part, la terreur peut être un instrument de manipulation. Alors là, ça a été évidemment un instrument de manipulation, et non pas la peur. Parce que la peur, elle est plutôt saine. Donc on a, en quelque sorte, intensifié la peur jusqu'à la terreur, on l'a même rationalisée. On a vu avec toutes ces mesures, on a l'impression que c'était la Troisième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on poursuivait des gens sur les plages, dans les chemins de montagne, etc. Puis vous vous souvenez de cette histoire de ce producteur qui a été tabassé parce qu'il allait il allait acheter quelque chose à l'épicier sans masque, et les policiers se sont permis de le maltraiter dans son studio. Enfin, tout a été permis. Mais pas seulement en France, en Italie, c'était encore pire. Ah ouais. Donc, oui, là, on a atteint des... Mais alors, est-ce que c'est quelque part, Tristan Edelman,
une forme de management par la terreur? Oui, le management, c'est un bon mot. D'ailleurs, le management, c'est une technique militaire à l'origine. Faut jamais l'oublier. Et le Troisième Reich a été juste le premier de la classe des techniques de management venant des États-Unis. Et il faut lire Marc Bloch, L'étrange défaite, qui analyse sur le terrain l'efficacité des troupes nazies. Et d'ailleurs, il est très impressionné en se disant il y a une forme de démocratisation dans ces troupes-là. C'est-à-dire que le chef a vraiment tout pouvoir sur ses troupes et a même une faculté de décision. Et ce qui lui donne une responsabilité, une responsabilisation qui donne encore plus d'efficacité. Et donc, dans le côté maléfique de la chose. Le côté maléfique, il dit le côté sombre de la force. Voilà, il faut les regarder parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre dans leur efficacité, même dans leur mysticisme surfait, mais qui n'en reste pas moins puissant. Hein. Wagner, Nietzsche, etc. Oui, bien sûr. Donc, encore bien sûr, Nietzsche, il faudrait nuancer. La récupération de Nietzsche, absolument. Voilà, la récupération exactement. de Nietzsche. Donc, pour revenir à cette expérience, par rapport d'abord à ce qui s'est passé avec votre mère, qui était dramatique, et vous, ça vous a amené en fait à quoi, vous, personnellement, Tristan Edelman, dans vos choix de vie et dans vos choix de, je dirais, de carrière, enfin de parcours? Bon, déjà, c'est le rapport à la mort. Le rapport à la mort aussi direct, ça réveille. Et je me suis rendu compte à quel point, justement, pour éviter la terreur qui fait comme si la mort était du néant, non, la mort et la vie sont liées. Et c'est vrai que quand ma mère et mon père sont morts, je ressens toujours leur présence. C'est quelque chose, et c'est pas une croyance, parce que je n'avais pas de croyance particulière, c'est vraiment énergétique pour le coup, je sais qu'ils sont là. Donc ça m'a beaucoup réveillé sur nos potentialités de voyage entre les morts, entre les territoires, avec l'autre, les collectifs. Donc, à partir de là, et la transformation de ces énergies, ça donne un sens, ça donne vraiment un sens fort à la vie. Je me suis dit, mais en fait, ce sens-là, c'est ça qu'il faut transmettre, et notamment aux jeunes. Il faut que je côtoie tout le temps, parce que je fais beaucoup d'arts martiaux, de MMA et de danse, je suis tout le temps avec des jeunes. Mais vous faites des sports de combat aussi? Oui, depuis toujours. Bon, un peu violent, mais ça me permet d'être tout le temps avec eux, et c'est assez rigolo, parce que pendant les combats, ou dans le MMA, il y a quand même un rapport... le MMA, c'est très violent, et il y a un rapport à la mort aussi. Hein. On sent qu'on peut mourir. Et ben là, je rencontre les jeunes, et au-delà de la victoire ou de la défaite, ils s'approchent et ils sentent que j'ai un autre rapport finalement au combat avec eux, et qui est beaucoup plus spirituel, on va dire. Donc ça m'a amené à me dire, mais en fait il faut transmettre ça, il faut redonner le sens, il faut redonner la respiration, parce que c'est là, hein, c'est même pas à chercher dans des programmes politiques dont on n'a que faire, on ne saura même pas ce que ça devient, mais c'est autour de nous, c'est très simple. Mais alors ce que vous dites justement, parce que c'est peut-être un programme politique ou métapolitique, c'est pas politique au sens des partis, mais vous dites aujourd'hui aux gens, parce que ça transpire dans vos bouquins, c'est un peu c'est même pas le dessin caché de la tapisserie, vous le dites, vous le formulez, c'est-à-dire soyez ensemble, n'attendez rien des autres, n'attendez rien du gouvernement, n'attendez rien de l'État, n'attendez rien de l'autorité suprême, mais énergétisez-vous les uns les autres, c'est un peu ça, pas aimez-vous, mais énergétisez-vous. Oui, absolument, absolument André, parce que déjà, quand tu vois ta mère qui est en quelque sorte assassinée par un système, et qu'il y en a beaucoup avant elle et beaucoup après elle, ton propre père qui a subi une des pires périodes de il était en forme, l'Europe, oui, c'est ça. Voilà, et qui décide de... Donc tu te dis, ok, les institutions ne sont pas de notre côté. Et puis j'avais eu l'expérience des Gilets jaunes. L'expérience des Gilets jaunes, l'expérience des ronds-points, puisqu'à Marseille, j'avais ouvert avec une amie le théâtre Tourski, on avait accueilli tous les Gilets jaunes, on a fait des centaines de manifs, d'assemblées, etc. Et là, j'ai rencontré tout un chacun avec une force indomptable, parce qu'à mon avis, après ça a été, la gauche a essayé de récupérer, puis la droite, puis machin. Mais non, en fait, pas du tout. Moi, je peux vous assurer, c'était indomptable, les Gilets jaunes. Mais au début, on se rencontrait, on était de toutes les classes sociales, ça s'engueulait beaucoup. Ouais. Parfois, ça en venait au point, mais c'est très bien, c'est normal. Bien. Et puis à la fin, on arrivait avec nos fiches de paye, chacun comparait le truc, et puis on arrivait quand même à se dire, mais en fait, il y en a
Il y en a un qui nous arnaque tous, qui s'appelle l'État privé, puisqu'il est maintenant, il appartient au lobby en plus. Et ça a commencé à créer énormément d'unions. Donc en fait, c'était un mouvement indomptable, profondément indomptable. Et alors ça m'a adoré. On va en parler de ces indomptables, vous en avez parlé effectivement, après une petite pause je crois. Oui, Morgane. Une petite pause et vos réactions à vous qui nous écoutez en direct sur Sud Radio. Le numéro, le 0826 300 300. Parlons ensemble de l'actualité des émeutes de la nuit dernière dans plusieurs villes de France et posez vos questions en direct à André Berkoff et son invité Tristan Edelman. On vous attend au standard, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les indomptables, au-delà de l'effondrement, position Talma, civilisation mal-être, en finir avec du capitalisme, aux éditions Talma également. Ce sont les deux plus récents ouvrages de Tristan Edelman, qui fait les sports de combat jusqu'au MMA, il faut le dire. D'ailleurs, l'énergie est un sport l'énergétique est un sport de combat aussi, à sa manière. Disons que le sport de combat fait partie de l'énergétique. Mais comme je dis souvent, je suis chorégraphe et je pense qu'aujourd'hui, chacun doit découvrir à la fois son côté combattant, pas guerrier, combattant et danseur. Je pense qu'il faut savoir toujours être souple et aller de l'un à l'autre. Il ne faut pas être naïf dans un monde violent, il faut savoir faire face à ça, mais aussi un monde où en carence de liens, en carence de proximité. Alors justement, parlons de ce malaise dans la civilisation. Sigmund Edelman et Tristan Freud se retrouvent de temps en temps. Non, alors, c'est quoi? Alors justement, si vous élargissez... D'abord, non, pardon, parce que pendant la pause, Tristan Edelman nous a raconté ce que vous avez raconté, l'histoire que vous avez inventée, il faut le dire, pour votre mère, avant qu'elle, justement, dans ces derniers jours, pour l'aider à garder espoir. Alors c'était compliqué parce que ma mère avait fait 2 thromboses, donc elle ne pouvait plus parler. Donc en tant que prof de philo en sciences politiques à l'université, c'était compliqué. On parlait par les yeux, et ça, l'énergétique m'avait beaucoup. Les massages. Aussi, on parlait par le toucher. Et en fait, avec mes frères, ma sœur, on se réunissait avant, tous les jours, pour refaire l'information. Parce que ma mère étant communiste, très philo-russe, adorant Poutine, croyant dans les gilets jaunes... C'était donc dans les années 20, je rappelle. Voilà. En 2020. En 2020. Oui. Et donc, je réinventais l'actualité pour aller dans son sens. Par exemple, Poutine venait en France déclarer son soutien aux Gilets jaunes, réglait la crise ukrainienne et virait les néo-nazis. On envahissait l'Assemblée nationale sans se faire couper des mains. Enfin, on invente. Ah oui, vous je lui racontais, mais très précisément, parce qu'elle avait l'œil. Je voyais à chaque mouvement de paupière, elle me disait si c'est cohérent, c'est pas cohérent avec sa culture politique. Et donc, je refaisais l'actualité pour qu'elle puisse partir avec espoir dans l'humanité. C'est beau. Et alors, au-delà de ça, justement, comme vous dites, il y a votre mère, votre père, et puis il y a les autres, tous les autres. Au-delà même du Covid, ce mal-être, comment vous le définiriez aujourd'hui, cette civilisation mal-être? Parce qu'il y a heureusement des instants de bonheur et chacun est apte au bonheur, vous le dites vous-même. Mais c'est quoi ce mal-être, en fait? Vous le liez au capitalisme? Alors, c'est quoi? C'est votre tradition communiste père et mère, ça? Finir avec le capitalisme? Bon, moi, je suis pas du tout communiste. Et mon père était plutôt souverainiste. Mais en fait, non, j'ai repris le thème capitaliste parce que j'en ai pas trouvé un meilleur. Mais c'est vrai que je l'ai redéfini de manière énergétique. C'est-à-dire, j'ai repris le sens étymologique. Capitalisme, ça vient de caput, qui veut dire la tête. Et qui est notamment la tête qui gère le bétail. Donc je suis revenu comme ça à l'étymologie très très ancienne qui est la tête, le mental qui va gérer le corps considéré comme un bétail. Et pour moi à ce moment-là commence la première dissociation de la civilisation.
À partir du moment... C'est la tête qui compte, le corps. Voilà, exactement. C'est C'est ça. Et c'est ce qu'on a vécu avec le Covid, où on a mis tout à coup les mathématiques et les probabilités, les modélisateurs, gérer nos corps biologiques, ou quand on m'a dit, faut respecter notre corps, c'est comme une voiture, faut respecter le code de la route. J'ai entendu des choses folles comme ça. Alors que le corps, la puissance du corps est quelque chose d'énorme, et puis notre tête fait partie du corps. Donc, dans l'énergétique, il n'y a pas cette dissociation. Donc, je suis parti de là. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai revisité l'histoire humaine à partir de cette première dissociation, où après elles s'enchaînent toutes. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec prolétaire, bourgeois ou travail capital, même si ensuite, dans ces dissociations, bien entendu, on arrive à une division générale de la civilisation, et donc au mal-être. Et puis l'économie joue le rôle qui joue. L'économie est dans ma perspective, l'économie est une des facettes du capitalisme. Et non pas, je ne réduis pas du tout le capitalisme à l'économie, comme beaucoup d'interprétations marxistes l'ont fait. Oui. Voilà, alors vous avez fait une série d'articles ou de chroniques dans divers revues, journaux, à la web télé, enfin sur Internet et partout. Et au fond, oui, vous parlez effectivement du Covid, de la guerre en Ukraine, enfin de la guerre de Russie-Ukraine et partout. Et disons que quelles seraient, si vous aviez à dire, quelles seraient les lignes rouges de votre argumentation, de votre combat, c'est quoi en fait? Pour moi, c'est sortir de la dissociation. Là, vous citez l'Ukraine. C'est un dossier que je connaissais bien parce qu'en 2014, avec ma maman, on allait faire les manifestations après le coup d'État. Ouais. En 2014. Ah, vous allez en 2014. Vous étiez au Maïdan, par exemple. Vous allez au Maïdan. Et voilà. Et donc, parce que le coup de la CIA, il était énorme, c'était évident pour qu'il y ait un peu de culture, quoi. Ça sautait aux yeux. Surtout qu'on a. Vous êtes allé à Kiev avec non, on faisait manifestation à Paris. Ici à Paris, voilà. d'accord. Et mon frère est resté à Moscou. Et donc, on avait beaucoup d'informations, mais du direct. J'insiste sur ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe, je m'arrange pour appeler les amis. Du direct, de la proximité. Et puis, en tant qu'artiste, on a toujours beaucoup voyagé. Donc, on était ici aux manifestations en banlieue, on était 200. Et on s'échangeait, on appelait dans toutes les langues pour savoir un peu ce qui se passait. Et pour moi, du coup, c'était assez évident, cette histoire d'Ukraine, qu'en 2020, c'est devenu la guerre. Déjà, on savait que le premier peuple à en souffrir, ça allait être les Ukrainiens. Qui sont dans un état incroyable. Qui sont massacrés mais depuis 2014. Et même avant. Depuis 90 et 2004 et 2008 où ils ont subi la crise immobilière. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai écrit sur ça. Donc, on savait déjà c'était le peuple à en pâtir. On savait déjà que les deuxièmes peuples à en pâtir, ça allait être les Européens, évidemment. Puisque les Américains avaient besoin de récupérer leurs sous suite à la crise de 2008 qu'ils n'ont jamais résorbé. Donc pour nous, c'était assez évident ce qui se jouait là, que c'était des forces impérialistes, donc des forces macroéconomiques qui ne s'intéressent pas à leur peuple de toute manière. Et en plus, qui plus est, on n'a jamais demandé, d'ailleurs surtout pas demandé l'avis des peuples, qui probablement diraient non. On se souvient de 2005, la Constitution européenne, quand on leur... Et bravo les Français, quand ils ont dit non, tout le monde a été décoiffé. On s'est assis dessus. Donc voilà, on sait bien que le peuple, quand il s'y met, il a toute son intelligence. Donc c'était assez évident que ça allait être contre nous au bout du compte, et avec les ventes d'armes, avec ensuite les biolaboratoires, mais on le savait déjà. J'ai gardé les tracts. Toute l'histoire des biolaboratoires, tout ça, on en parlait déjà. Alors les biolaboratoires, non. Ça c'est vraiment sorti là. Mais en tout cas, tout ce que j'ai dit avant, on savait que c'était aussi une plaque tournante. Donc toujours conscientisation, prise de conscience et action là-dessus. Morgane, on va peut-être recevoir et entendre avec les auditeurs. Les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 pour réagir sur ce passionnant échange avec Tristan Edelman, artiste, vous l'avez entendu, hyperactif et auteur de Civilisation Mal-être, en finir avec le capitalisme. Mais réagir également, André, sur l'actualité du moment, l'actualité de la nuit dernière, notamment les émeutes dans plusieurs villes de France. Jean-François est au bout du fil pour nous en parler. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour André, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole. Tout d'abord, merci pour vos émissions et la liberté qu'elles donnent aux auditeurs. Merci aux gens.
Un appel pour dire ma désinvolture, mon incompréhension de tout ce qui se passe en France actuellement et depuis longtemps. Des actes négatifs sont produits par exemple par de jeunes gens et ils donnent des actes qui sont encore plus dramatiques et personne ne s'insurge contre cela. Être la nuit à 15 ou 16 ans sur une moto, remonter un sens unique et mourir d'une manière dramatique, la police est derrière, les villes brûlent. C'est incompréhensible. Encore aujourd'hui, ce jeune homme, c'est vraiment dramatique. Hein. Oui, Naël. De par son comportement, il a induit un résultat qui est encore plus dramatique. Et quand je vois les villes brûlées, j'entends tout à l'heure les commissariats incendiés, pillés. C'est juste un peu le monde à l'envers quand même. On fait tous preuve de civisme depuis toujours. On fait attention les uns aux autres. On sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une autorité policière, mais je n'aimerais pas faire partie de la police. Je pense que si je faisais partie de la police aujourd'hui, je démissionnerais. Même les politiques les lâchent. On en a parlé avec Laurent Berton tout à l'heure, effectivement. Il y a un vrai problème aujourd'hui, oui, comme vous dites. Et on retourne la situation, et tous, les grandes phrases, et tous, ils pleurent. Mais il faut, je pense, je ne suis pas du tout pour la sévérité. Moi-même, je suis issu de l'immigration par mon grand-père. Quand il arrive en France, la France est devenue son pays. Il a toujours respecté les règles. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Donc à un moment, il faut arrêter de se voiler la face, de se dire l'intégration, quoi que ce soit. Il faut que les gens aiment le pays dans lequel ils vivent, où ils sont nés, et ils le respectent, et ils respectent les autres habitants. Merci Jean-François. Non, mais merci pour ce que vous avez dit. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs. Avant de redonner la parole à Tristan, je voudrais qu'on écoute quelques auditeurs. Morgane, nous avons Loïc qui nous appelle de Lourdes. Il souhaite échanger avec vous, André Berkoff, et votre invité, Tristan Edelman, l'artiste engagé. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour Tristan. Bon, déjà, je suis ravi d'entendre une personne énergéticienne dans votre émission. Ça fait du bien. Moi, j'ai une image que j'avais vue il y a quelque temps sur Internet, en fait, où c'est très bien imagé. Au début, on a une personne face à un mur qui ne voit rien. Après, elle monte sur quelques livres, élève toute la guerre, tout ce qu'on parle très souvent. Et elle monte encore sur d'autres livres, et là, elle voit le cosmos, tout ce qui est un peu univers et tout ce que le système nous cache et ne veut pas que nous sachions, à savoir qui on est vraiment. Jolie image. Ça c'est un peu la base du système, comment il nous manipule et comment il nous mente depuis tout petit. C'est des lois qu'ils connaissent et que nous on ne connaît pas, comme la première que l'on crée notre vie avec notre pensée. Donc voilà pourquoi dans toutes les infos, il y a toujours autant de négatifs pour amener les gens à co-créer ce monde négatif d'horreur dans lequel on vit. Et sinon, juste une petite parenthèse, tout à l'heure vous avez demandé pourquoi il y a autant cette société est autant ahurissante comme je le vois maintenant, avec autant de personnes énervées, stressées et tout ça. Pour moi, le problème, il vient avant tout de ce que l'on mange, parce qu'on est ce que l'on mange, et normalement nous devrions manger de la nourriture qu'on appelle cosmotellurique, qui vient du ciel et de la terre. Je pense que Tristan est d'accord avec moi sur ça, et qu'en fait toute la nourriture qu'on mange, elle est faite de produits chimiques, donc produits chimiques pour le corps, on ne se sent jamais bien, les gens ne se sentent pas bien, sont énervés, sans parler de la nourriture, de la viande qu'on mange. D'accord, Loïc, on va pas s'étendre trop, voilà, c'est bien, voilà, c'est très bien. J'ai d'autres trucs à dire, mais je pense que ça vient de ça et que Tristan sera d'accord avec moi que c'est un peu le problème, et justement, ils veulent nous désunir, alors réunissons-nous un peu et très bien, arrêtons de très bien. Je crois qu'il est la parole. Merci à vous Loïc. Je crois que vous êtes, Tristan, est-ce que vous êtes d'accord? Oh bah oui, bien sûr, et pas seulement la nourriture, mais l'air, l'eau, les relations sociales. C'est vrai que tout est détérioré par ce capitalisme. Bien sûr qu'il faut qu'on soit dans un environnement sécurisé, si je puis dire, où on se sent bien, où on a envie de vivre. En fait, ce capitalisme, pour vous, c'est la déshumanisation. Oui, au fond, c'est ça. C'est cette première dissociation qui fait qu'on ne se ressent plus. Comme disait l'auditeur, on ressent même plus ce qu'on mange, si vraiment c'est bon. Moi, j'ai fait une expérience très intéressante avec des animaux, où on leur donnait de la viande qu'on croyait bonne, ils sentent, ils la prennent pas. Ouais, c'est vrai, et ça, c'est un instinct et ça, faut qu'on récupère notre instinct et même notre instinct de légitime défense, parce que c'est aussi ça qui nous a manqué pendant tout ce moment-là. Du coup, on nous raconte des lubies et contre notre propre instinct.
C'est clair. Morgane? Vos réactions en direct sur Sud Radio, André, on le rappelle, 0826 300 300. Réaction sur cet échange que vous avez avec Tristan Edelman, artiste engagé et auteur de Civilisation Mal-être, en finir avec le capitalisme. Appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est le face-à-face aujourd'hui avec Tristan Edelman, énergéticien, auteur, chorégraphe et bien au-delà, auteur notamment de Civilisation Mal-être, en finir avec le capitalisme. C'est l'heure des auditeurs aussi, au 0826 300 300. Nous avons en ligne Pépito qui nous appelle de Brive. Bonjour Pépito. Bonjour, M. Berkov. Je voulais poser demander un conseil à votre invité. Oui, très bien. Parce que les 2 premiers confinements, parce que maintenant je suis à la retraite, mais moi j'étais très énergique au niveau, parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi être positif. Moi, au boulot, j'avais un nez de clown. Et là maintenant mes collègues de boulot disent où est-ce qu'il est Pépito? Alors les 2 premiers confinements m'ont fait tomber à genoux, quoi. Je suis dépressif. Alors, je voudrais retrouver mon énergie positive, avoir le sens de l'humour, faire rigoler les gens. Et là, je suis dépressif. Comment faire pour retrouver mon énergie positive? Tristan Edelman, c'est pas facile, mais voilà. Non, alors il y a en effet tout ce qui est de l'ordre de la nourriture et de remettre le système immunitaire en marche, parce que non seulement le Covid, dans la protéine spike, d'autres en parleront mieux que moi, fait descendre ça. Je suis très au courant de la protéine spike. Et aussi, et là vous avez raison, l'aspect social. Et on a voulu nous faire croire que l'aspect social, c'était secondaire, c'était inessentiel, alors qu'en fait, c'est une des premières nourritures de l'homme. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller rencontrer beaucoup de gens à nouveau, de sortir de chez vous, d'aller rencontrer des gens à qui vous puissiez parler, qui la pensent plus ou moins comme vous, et de reprendre un petit peu tout doucement de l'activité physique. Parce que rien que l'activité physique, que ce soit la danse, enfin pour moi ce sera la danse, pour vous je ne sais pas, ça va aussi restimuler tout votre système, on va dire le système physique et votre capacité à la joie. Donc vraiment, faut multiplier les liens sociaux. Et puis, sachez que vous n'êtes pas seul. Parce que on a tous été dépressifs, ça a même fait une sorte de collectivité de la dépression. Et on va s'en sortir collectivement, ça je peux vous l'assurer. Hein. Je suis d'accord avec vous, parce que moi, en fait, comme je ne suis pas vacciné, j'avais pas le pass vaccinal, je suis très social. Et mes copains étaient là en train de discuter à la terrasse d'un bar et tout ça. Et moi, j'étais mis à part, c'est que j'étais isolé. Et moi, comme je suis très social, ça m'a mis à genoux, parce que j'adore discuter avec les copains. C'est sûr. Pépito, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ça. C'est le problème. On a essayé d'isoler, et il faut désisoler, c'est clair. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Mais là, je pars en Espagne bientôt, donc ça très bien, très bien. Plongez dans la mer. Dites bonjour aux gens que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à parler. Vous allez voir en quelques semaines. Allez, en 3 semaines. Je n'incite pas à la consommation alcoolisante, mais prenez quelques verres, ça fait toujours du bien. Mais ça fait plaisir que vous soyez au courant de la protéine spike, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Oui, non, ça commence à se savoir. Merci Pépito. Morgane, à bientôt. Sangria avec modération, Pépito, évidemment. 0826 300 300, vos réactions en direct sur Sud Radio. Jean nous appelle de Montpellier, André. Bonjour Jean. Oui, bonjour M. Berkov et votre invité. Voilà, j'ai vu quelques allusions sur la nourriture, donc je voulais rebondir là-dessus. Oui. Je pensais qu'avec la crise, on améliorerait le sort des animaux. C'est l'inverse qui se passe, puisque maintenant on les vaccine carrément avec les vaccins, tant qu'à faire. Ouais. Et je suis persuadé, je l'étais avant, mais je le suis encore plus, qu'on s'en sortira le jour où on respectera toute vie sur Terre. Et comment on peut se connecter spirituellement, parce que c'est la solution pour s'en sortir. C'est pas d'être terre à terre. Ouais. Si on sait qu'on va manger des bêtes qui sont les plus gentilles possibles au monde, qui ne demandent rien qu'à vivre, et nous on les massacre 2000 par jour. Par seconde, pardon. Pour moi, la solution, c'est respecter les animaux et tout, les plantes et tout. D'ailleurs, dans la Bible, dans la Genèse, il est écrit
je vous ai donné les plantes portant semences et les arbres portant fruits, ce sera votre nourriture. Voilà, donc c'est clair. Donc, oui, vous dites respectons les êtres vivants. Chrétien, pas chrétien, capitaliste, communiste, c'est pas un problème de ça. Dieu, argent, vaccin frauduleux, enfin, on peut tout dire. Mais le respect des animaux, c'est fondamental. Oui, mais après, il faut savoir effectivement. Vous êtes, je suppose que vous êtes végétarien vous-même, Jean. Oui, c'est ça. Oui, après, bon, ce sont des choix individuels. Je crois que, alors, je voudrais que Tristan parce que nous arrivons, hélas, à la fin de cette émission, on aurait pu parler pendant des heures. Mais au fond, est-ce que le problème n'est pas surtout au-delà des choix? Nourriture, etc. Est-ce que comment aller vers la vie plutôt que vers le mortifère? C'est ça. En fait, c'est pas tant un problème d'animaux. Les animaux font partie du packaging, on va dire, mais c'est en fait une relation au monde. Parce que transformer les plantes, l'industrialisation, les OGM, ou l'eau, on est à 70 ou 90% d'eau, l'air, en fait, c'est vraiment la relation au monde dans son intégralité. Du minéral, l'aquatique, le végétal, les animaux. Et nous-mêmes, nous sommes faits de tout ça. Donc, c'est vrai que dans l'énergétique, et dans ce que je propose, c'est de se connecter à tout ça. Et de ne surtout pas faire les divisions entre végétariens et non végétariens, parce qu'un végétal OGM, c'est aussi un gros problème au bout du compte. C'est pour ça que je parle de capitalisme. Il faut au contraire se réunir sur ça, chacun après a ses manières de s'alimenter. Oui, ses goûts et ses inclinations. Voilà, mais on sera tous d'accord. Pas condamner, pas exactement. Ceux qui mangent de la viande. Voilà, ne pas reproduire un autoritarisme, encore des divisions. Un sectarisme. Mais on s'aperçoit bien que ce mode de production de dissociation va modifier et faire du mal à tout ce qui existe. C'est là où on doit se réunir. Et ça, on peut le ressentir. Hein. Et je dirais même que quand tu es proche de ce que tu ressens, donc de tes émotions et que tu n'es pas dissocié, tu ressens quand est-ce que tu as besoin de boire, est-ce que tu as besoin de manger telle ou telle chose, comme les chats, ils mangent rien, par exemple quand ils sont malades. Ou moi, quand j'ai de la fièvre, je prends pas de thermomètre, mais je sais déjà à quelle température je suis. Ah oui, et, sans thermomètre. Et c'est pas de la magie, c'est juste une présence à soi, une présence au monde, une présence à l'autre, avec une manière de vivre déjà différente et qui sort pas d'un dogme communiste que je ne suis pas, ou d'un autre, hein, qui est vraiment une manière d'être que j'ai appris dans les voyages, que j'ai appris dans les rencontres, que j'ai appris dans les expériences, dans les confrontations. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande les 2 livres de Tristan Edelman, Civilisation, mal-être et Les Indomptables au-delà de l'effondrement. C'est simplement un mode de vie. Et c'est très 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 important de connaître les modes de vie. Après, à vous d'adapter, de prendre ce que vous avez à prendre, de ne pas prendre ce que vous n'avez pas à prendre. Mais c'est toujours important de se confronter. N'oubliez pas notre devise, c'est la devise de Montaigne. Nous sommes pour le frottis des cerveaux. Et puis dans l'apaisement. Dans l'apaisement. C'est vrai, c'est très important. Oui. Le frottis des cerveaux, voilà. Des corps, des âmes. C'est ça. Il faut pas éviter le conflit, mais on peut aussi faire tout ça dans une forme de sérénité qu'on peut rejoindre. C'est pas du tout un idéal fou. Ainsi soit-il. Des frottis apaisés, donc. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 12h30 pour Berkoff et sa culture dans tous ses états. Passez une excellente journée à l'écoute de Sud Radio.